Il existe une poudre, en ce moment même, dans votre jardinerie du coin, qui gonfle et se bloque contre la pression de l'eau. Plus l'eau pousse fort, plus l'étanchéité est ferme. Il faut environ $1 pour colmater la plupart des fuites domestiques. Elle fait ce travail précis depuis avant que Rome ait l'eau courante, imperméabilisant silencieusement réservoirs et citernes à travers des milliers d'années de civilisation. En Chine, les ingénieurs l'utilisèrent pour le Grand Canal. Dans l'Empire ottoman, les bâtisseurs la tassèrent dans les fondations de bains encore debout aujourd'hui. Au début du XXe siècle, les plombiers y avaient recours en premier, pas en dernier, avant qu'une industrie ne décide qu'il était plus rentable de vous facturer une intervention. On ne l'a pas enterrée parce qu'elle avait cessé de fonctionner, c'est là qu'il faut s'arrêter un instant. On l'a enterrée parce qu'elle fonctionnait pour toujours, devenait moins chère chaque décennie et ne pouvait pas être facturée à $300 de l'heure sur votre carte de crédit. Restez avec moi, car ce qui est arrivé à cette poudre ces 50 dernières années, et qui a spécifiquement veillé à ce que vous n'en connaissiez jamais le nom, explique tout de votre dernière facture de plomberie. Le marché mondial des services de plomberie valait environ 500 milliards de dollars en 2023. Ce n'est pas une faute de frappe, un demi-billion de dollars. Chaque année, payé par les propriétaires et gestionnaires pour réparer des tuyaux, colmater des fissures, arrêter des gouttes, réparer les lents dégâts invisibles que l'eau cause aux structures. Dans ce chiffre, le seul segment des produits d'étanchéité, les sprays, les mastiques, les époxydes, les revêtements caoutchoutés, pèse 60 milliards de dollars annuels. Et enfoui dans les études sur l'origine de la plupart des interventions, un détail que presque personne ne lit après la première page. La majorité des fuites résidentielles qui nécessitent un plombier sont des suintements lents, à basse pression, à travers le béton poreux, les joints de maçonnerie et les raccords. Pas des tuyaux éclatés, pas des catastrophes, des suintements lents, le genre que cette poudre gonflante arrête depuis l'époque des aqueducs. Cette poudre ne peut pas être brevetée. Elle sort de terre. On ne peut pas déposer une marque sur un gisement d'argile. On ne peut pas créer un abonnement pour quelque chose qui coûte 70 cents la livre et dure indéfiniment dans un sac scellé sur une étagère. Une industrie de 500 milliards de dollars ne grandit pas quand la réponse à la plupart de ces appels est déjà dans votre garage. Mais restez là, car la science derrière ce que fait cette poudre au contact de l'eau est plus étrange et plus précise que tout ce qui est en bouteille en quincaillerie. Et une fois le mécanisme compris, vous ne verrez plus jamais une fuite de la même manière. Ce n'était pas une invention nouvelle. Les Égyptiens tassèrent cette argile autour des citernes de pierre il y a 4000 ans. Les Romains l'utilisèrent en couche sous les sols de leurs bains publics. Ces bains qui retiennent encore l'eau lorsqu'il pleut, 2000 ans après le dernier maçon romain. Les ingénieurs chinois qui construisirent le canal Link en 214 avant notre ère, en garnissant les berges, créant un canal si étanche que des tronçons fonctionnent toujours. Un ingénieur allemand, Hans Luft, documenta son usage dans la construction de barrages au début du XXe siècle, notant spécifiquement qu'elle surpassait tous les composés synthétiques de l'époque, sous pression hydrostatique soutenue. Donc une pression d'eau qui pousse d'un seul côté. Cette poudre a un nom. Elle s'appelle la bentonite. Et la raison pour laquelle je vous ai raconté toute cette histoire n'est pas une décoration. Son fonctionnement, vous l'avez déjà vu aujourd'hui. Restez avec moi, et je vais vous montrer exactement où vous l'avez observé sans le savoir. Vous l'avez vu toute votre vie sans faire le lien. Vous avez vu une éponge sèche, plate sur un plan de travail, puis doublée de volume dès qu'elle touche l'eau. Vous avez enfoncé votre main dans un sac de haricots secs, les avez sentis bouger comme du sable, puis, 2 heures après trempage, vous avez trouvé une masse compacte et solide. Vous avez vu un bouchon de liège gonflé dans une bouteille de vin jusqu'à devenir quasi impossible à retirer. La bentonite fait ces 3 choses à la fois, et spécifiquement en réponse à la pression de l'eau. Plus l'eau pousse fort, plus le joint devient serré. C'est le seul matériau sur Terre qui devient plus efficace à mesure que le problème qu'il combat s'aggrave. Ce n'est pas de la poésie, c'est le mécanisme physique exact. Et une fois que vous comprenez qu'une poudre peut gonfler jusqu'à 15 fois son volume sec dans un espace pas plus large qu'une fissure capillaire, le comblant totalement, pressant contre chaque paroi, durcissant en une consistance de caoutchouc rigide, vous réalisez que ce que vous payez $300 pour réparer, $1 de poudre et 20 minutes de votre temps peuvent le régler pour de bon. La plupart des gens qui essayent se trompent sur une étape, c'est la préparation. La toute première chose. Et c'est la différence entre un joint qui tient 20 ans et un joint qui part en 1 semaine. Voici ce dont vous avez besoin. Je veux être honnête avec vous sur chaque chiffre. Argile bentonite en poudre. La pure, granulaire, pas le mélange pour litière, pas les pastilles pour étanchéité de bassin, juste la poudre brute. On en trouve dans toute quincaillerie, tout magasin de jardinage, et la plupart des grandes surfaces au rayon drainage. Un sac de 2 kg coûte entre 1 et 2 € selon votre région.
Pour un joint de canalisation ou une fissure dans un mur de sous-sol, vous utiliserez une poignée. Le sac de 2 kg vous servira pour une douzaine de réparations. Ciment Portland sec, la poudre grise en petit carton, pas le béton prêt à l'emploi, environ 2,50 € dans n'importe quelle quincaillerie. Sable propre et sec, celui vendu pour les bacs à sable d'enfants ou pour faire du mortier. Moins de 2 € le petit sac, vous en avez peut-être déjà. Un bac de mélange en plastique ou un vieux seau dont vous n'avez plus besoin. Une brosse à poils durs, un vaporisateur rempli d'eau claire, un chiffon propre ou de l'essuie-tout. C'est vraiment tout. Voici l'erreur que presque tout le monde fait. On applique la poudre ou le mélange sur une surface mouillée. L'échec, c'est une pâte grisâtre qui semble solide la première heure, puis développe lentement une ligne sombre sur un bord, là où l'eau circule encore en dessous. Au 2e jour, une petite bulle d'humidité apparaît en bordure. Au 5e jour, l'ensemble se décolle du support et la fuite revient, légèrement pire qu'avant, à cause de la surface perturbée. C'est ça, l'échec. Vous le reconnaîtrez tout de suite. La réussite, c'est un joint qui, dans les 2 premières heures, fonce légèrement sur les bords, pas au centre. Les bords, c'est là que la bentonite gonfle et entre en contact avec le matériau environnant. Le centre reste sec car l'étanchéité s'est déjà formée en dessous. Au 2e jour, les bords sont légèrement surélevés, presque imperceptiblement, parce que l'argile a expansé dans chaque micro-fissure disponible. Vous appuyez dessus, ça ne fléchit pas. C'est déjà verrouillé. La clé, la surface doit être humide, pas mouillée, pas sèche, humide. Étape 1. Stoppez d'abord l'écoulement actif. Si l'eau coule visiblement par la fissure, un filet ou un goutte à goutte, il faut la ralentir avant d'étanchéifier. Prenez une poignée de poudre de bentonite sèche et tassez-la directement dans la fissure avec votre pouce. Fermement. Maintenez 30 secondes. La poudre absorbe l'eau immédiatement. Vous la sentirez durcir sous votre pouce. Ce n'est pas la réparation définitive. C'est un barrage temporaire qui vous accorde les 2 minutes nécessaires pour mélanger et appliquer le vrai joint. Imaginez enfoncer un bouchon dans une bouteille déjà pleine. Il ne s'agit pas de faire parfait, juste de gagner du temps. Étape 2. Mélangez votre composant d'étanchéité. Dans votre seau, combinez 2 doses de ciment Portland sec, une dose de poudre de bentonite et une dose de sable fin. À sec, mélangez les 3 jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme. Cela ressemblera à une farine gris pâle, légèrement granuleuse. Ajoutez ensuite de l'eau avec le vaporisateur, juste ce qu'il faut pour obtenir la consistance d'un beurre de cacahuète épais. Pas du beurre de cacahuète mou. Celui qui est compact, sorti du pot, qui garde sa forme quand on le prélève. Si ça coule, c'est trop humide. Ajoutez du mélange sec. Si ça s'effrite quand vous pressez, vaporisez 2 ou 3 fois et incorporez. Vous devez obtenir une matière qui garde l'empreinte de votre pouce quand vous appuyez. C'est la bonne consistance. Étape 3. Préparez la surface. C'est l'étape qui décide de tout. Utilisez votre brosse dure pour frotter et nettoyer la zone autour de la fissure. Enlevez tout matériau friable, tout éclat de béton, tout vieux mastic. Il faut exposer un matériau sain et solide de chaque côté de la fuite. Prenez ensuite votre vaporisateur et humidifiez légèrement la zone. Une seule passe. Juste assez pour qu'en appuyant une serviette en papier sèche, celle-ci devienne légèrement humide mais pas mouillée. Cette humidité est cruciale. Elle donne à la bentonite un support chimique pour adhérer en gonflant. Une surface totalement sèche repousse l'adhérence initiale. Une surface trempée dilue le mélange avant sa prise. Humide, c'est l'objectif. Humide, c'est tout le secret. Soyez très attentif à ce qui suit, car c'est l'étape que beaucoup jugent facultative, et c'est précisément pourquoi certaines réparations tiennent des décennies et d'autres lâchent avant la fin du mois. Étape 4. Appliquez le composant en couches, pas en une fois. Prélevez une portion de votre mélange de la taille d'une balle de golf pour la plupart des fissures, tassez-la fermement dans l'ouverture avec votre pouce et travaillez-la avec un mouvement circulaire. Vous ne l'étalez pas comme de la peinture. Vous le compactez comme si vous bourriez un espace récalcitrant. Poussez assez fort pour sentir une résistance. Le matériau doit être au niveau de la surface environnante, voire très légèrement en relief, dépassant d'un cheveu. Ne cherchez pas à l'aplanir. Une application légèrement bombée laisse à la bentonite la place de gonfler sans fissurer la face externe du joint. Si la fissure est plus longue que la largeur de votre main, travaillez par section. Compactez une section, passez à la suivante, puis revenez à la première pour ajouter une seconde couche fine. Cette approche à 2 couches laisse à la première le temps de commencer sa prise pendant que vous avancez. La première couche n'a pas besoin d'être parfaite. Son rôle est de combler le volume. Le rôle de la seconde est de sceller la surface. Étape 5. Gardez le joint humide pendant les premières 24 heures. Cela semble contre-intuitif, vous étanchéifiez contre l'eau, et vous en ajoutez maintenant. Voici pourquoi c'est crucial.
Le ciment Portland acquiert sa solidité par une réaction chimique qui nécessite de l'humidité. S'il sèche trop vite, la réaction s'arrête prématurément et le ciment devient friable. La bentonite a besoin d'humidité pour finir de gonfler et se verrouiller en place. Vaporisez légèrement le joint toutes les 2 ou 3 heures le premier jour, juste une brume. Assez pour empêcher la surface de sécher. Le deuxième jour, ne touchez à rien. Au troisième jour, la réparation est prise. Le test simple d'une réparation terminée ne nécessite aucun outil. Passez lentement votre main sèche sur la surface réparée. Une surface correctement étanche sera légèrement fraîche et uniformément solide. Aucun point mou, aucun fléchissement, aucune zone semblant humide quand le reste est sec. Si une partie du joint cède un peu sous une pression douce, appuyez fermement avec votre pouce. Ajoutez un peu de mélange frais à cet endroit, vaporisez une fois et laissez. Elle rattrapera le reste du joint en quelques heures. Ce test est plus efficace qu'un jauge-mètre, car votre main est plus sensible aux différences de température qu'un instrument bas de gamme. Maintenant, réfléchissez à ce que vous venez de construire. Une réparation ? Une fissure dans un mur de sous-sol, un joint de canalisation, un angle de fondation qui suinte, une poignée de poudre et 30 minutes de votre après-midi. Coût total, environ 1,50 $ en comptant le ciment. La plupart des gens ont déjà le pinceau. La plupart ont déjà le seau. Le vaporisateur était le seul achat, et il coûte moins de 2 $. Maintenant, imaginez une maison avec 4 problèmes. Un mur de sous-sol, la collerette du drain du sol de la buanderie, le joint où le robinet d'arrosage entre dans le mur extérieur, et la micro-fissure dans le sol du garage qui suinte quand il pleut fort. 4 réparations. 5 $ de matériaux. Un samedi matin. Maintenant, imaginez 10 maisons dans votre rue. Les mêmes 5 matériaux, achetés en quantité légèrement plus grande, coûtent peut-être 20 $ au total pour les 10 réparations. Les économies sur un seul appel de plombier pour une de ces maisons, une intervention coûte en moyenne entre 150 et 350 $ hors pièce, couvrent le coût des matériaux pour toute la rue 40 fois. Pas besoin de faire le calcul, vous le ressentez. Une famille au budget modeste remplace 4 appels de service par 4 samedis matins et un sac de 5 livres de poudre acheté une fois. Ce sac coûte moins de 2 $ et durera 3 ans d'entretien normal. Plus de prise de rendez-vous avec un artisan, plus de créneaux de 3 heures, plus de factures, plus besoin d'expliquer le problème à un inconnu qui calcule déjà son tarif horaire avant même de regarder la fuite. Plus de factures, plus d'infrastructures, plus à demander la permission à quiconque. Une seule limite honnête avant de vous lancer. Le joint à la bentonite et ciment Portland fonctionne sur les surfaces minérales poreuses. Béton, maçonnerie, briques, pierres, carreaux non émaillés et la plupart des tuyaux en fonte. Il ne fonctionne pas sur les tuyaux plastiques, les raccords PVC, les tubes de cuivre ou les raccords souples en caoutchouc. Ces matériaux n'offrent aucune prise au composé. Sur le plastique lisse, le mélange restera en surface et tombera. Si votre fuite est à un joint plastique-métal, dans un raccord PVC visible, ou le long d'une conduite en cuivre, cette méthode n'est pas adaptée. Cette réparation nécessite un raccord à compression ou une colle spécifique pour ce matériau, 2 solutions toujours peu chères, disponibles en quincaillerie et bien moins coûteuses qu'un appel de service. Identifiez votre matériau avant de mélanger et cette méthode ne vous décevra jamais. Ignorez le type de matériau et vous interpréterez mal l'échec, en blâmant la poudre pour un problème qu'elle n'a jamais été conçue pour résoudre. Quelque part en Turquie, un mur de bain public, étanchéifié au début du XVIe siècle, protège encore une chambre de fondation jamais excavée. Non parce que les bâtisseurs étaient extraordinaires, mais parce que l'argile qu'ils ont tassée dans le joint, il y a 5 siècles, n'a jamais cessé de gonfler. Elle continue de presser contre la pierre en ce moment même, pendant que vous lisez ceci, pendant que la ville bouge autour, pendant que les saisons changent au-dessus. Quelque part en Chine rurale, une section du canal Link, revêtue de ce même matériau sous la dynastie Qin, conduit encore l'eau sur le tracé qu'on lui a assigné il y a plus de 2000 ans. La poudre a fait cela, le minéral a fait cela, la chimie qui coûte 1 $ en coopérative agricole a fait cela, votre mur de sous-sol fera de même. Le savoir était toujours là. Il attendait simplement dans un sac sur une étagère, pendant que l'industrie vous envoyait une facture. Je ne sais pas ce qui vous a conduit ici, peut-être un tuyau qui goutte, peut-être une tache d'eau au plafond apparue l'hiver dernier et jamais tout à fait partie. Peut-être juste le sentiment que la solution à un problème si banal ne devrait pas coûter ce qu'on vous fait payer. Peu importe, la poudre fonctionne dans tous les cas.